Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer le H2 Breakfast. Donc, je vous laisse tranquillement vous connecter, vous installer. Je vois qu'on commence à avoir des participants qui se connectent. Donc, voilà, quelques petites minutes. Et puis on va démarrer. Alors, pour votre information, on doit être une centaine d'inscrits ce matin. Donc, voilà, je vois le nombre des participants qui se connectent. Ça monte tranquillement, donc on va attendre encore. Bonjour Gwenaëlle. Merci pour vos messages. Bonjour à tous. Bon, du coup, je vais commencer au moins par vous présenter à tous l'ordre du jour et puis les informations générales. Alors, aujourd'hui, nous aurons le plaisir de donner la parole pour ce H2 Breakfast du 16 février à Olivier Job, qui est responsable développement Nord-Ouest pour Life. Et Olivier va nous présenter les projets Hope, le small scale qui est porté par Life, et également faire un point sur l'activité du site de Buléo dans le 56 en Bretagne. Ensuite, nous échangerons avec Gaëtan Savin, qui est responsable commercial pour H2 Grève. Et Gaëtan nous fera le point sur les stations légères d'avitaillement mobile ou fixe que développe désormais H2 Grève, et également sur le nouveau partenariat avec Trecoba pour l'autonomie des bâtiments. Et enfin, nous terminerons avec une présentation de Monsieur Éric Leméraud, qui travaille à la direction des ports, des transports et des mobilités à la région Bretagne. Et Éric nous présentera du coup les projets qui sont portés en ce moment par la région Bretagne en matière de mobilité maritime décarbonée. Et bien entendu, on fera un focus sur la navette de l'IDA. Voilà, et pour terminer, on fera un petit point agenda. Avant de commencer donc sur les informations générales, pour rappel, si vous avez des questions, vous avez un petit questions et réponses, un petit chat en haut de conversation, donc n'hésitez pas. Vous voyez donc Médisa qui est à ma droite, qui nous a rejoint au niveau de Bretagne Hydrogène Renouvelable, donc à BDI. Mehdi s'occupe de la promotion et de la communication de la filière, et il est également à votre disposition ce matin pour faire la synthèse des questions et puis aider à l'interaction et avec les intervenants. Alors, je démarre tout de suite par quelques informations générales. Oups, là, c'est bon. Et bien entendu, je m'arrête 2 petites secondes sur l'évolution parce que c'était un temps important pour nous. L'évolution donc ce salon s'est déroulé les 30, 31 janvier et 1er février dernier. Avant de s'arrêter vraiment sur le dispositif Bretagne, c'est important de noter que c'est un salon quand même qui a le vent en poupe. On était déjà l'année dernière sur une belle croissance avec un salon qui passait cette année de 2 jours à 3 jours. Il s'avère que cette année, on a eu encore plus de 46% de visiteurs. Et on peut remarquer aussi qu'il y avait une présence internationale qui était plus marquée. Donc, voilà, c'est un rendez-vous qui se confirme pour nous et on sera bien entendu présent l'année prochaine.
au salon. Et concernant plus précisément la présence comment, bretonne, alors j'attends 2 petites secondes parce que je me rends compte que j'ai un décalage entre mes slides. Le moment où je les passe et le moment où voilà, ça arrive. Et du coup, voilà, pour vous préciser, nous étions 14 co-exposants sur le dispositif breton, un stand de 100 mètres carrés. On a eu l'occasion d'organiser de nombreux temps forts, notamment des forums à l'extérieur du pavillon, mais également des temps forts sur le stand, notamment internationaux. On a eu le plaisir d'accueillir l'Écosse. Et puis, c'était aussi l'occasion pour nous cette année de mettre en avant vraiment les thématiques recherche et formation. Voilà. Et puis, comme vous le voyez, il y avait des solutions qui étaient exposées par Agiosix, par EHM. Donc, beaucoup d'échanges et on est ravis de cette organisation. Et on a de bons retours. Je m'arrête aussi sur une annonce forte qui a été faite à l'occasion d'Evolution. C'était donc l'accord de coopération, enfin le souhait de coopérer qui a été annoncé par les élus des Pays de la Loire, comme en Normandie et Bretagne. Donc voilà, ça s'affiche. Monsieur Loïc Chéné-Girard, Madame Lucie Louis pour la Normandie, Monsieur Roland Marion pour les Pays de la Loire, donc ont annoncé donc ce souhait des 3 régions de coopérer pour permettre un déploiement plus appuyé des projets de nos régions pour être aussi en mesure d'aller répondre à des calls ensemble. Donc c'est une annonce qui a été aussi relayée par la presse. Parmi les annonces fortes qui ont été faites aussi à l'occasion du salon Evolution, je vous partage aussi une vue un petit peu générale. C'était le fait que la Bretagne appuyait comment dire, son engagement sur les projets stratégiques qui sont déjà déployés. Donc, avec d'ici 2030, 30 millions d'aides, dont 7 qui ont déjà été engagées. Donc là, vous avez le détail qui s'affiche. Ce sont des aides à l'investissement, des aides via le fonds FEDER. Donc, avec des investissements qui vont être engagés pour certains. Donc voilà, et ce que je peux vous indiquer aussi, c'est que là, on va y venir. On a des appels d'offres qui vont sortir déjà cette année. Donc concernant précisément la navette, le navire à passagers et la navette de transport de marchandises de l'île d'Ar, on aura 7 appels d'offres qui vont être lancés. Et on a également, bien sûr, des éléments sur des appels d'offres à venir sur le secteur de la pêche. Alors, j'évoquais les appels d'offres, un focus sur ce qui va arriver au niveau prochainement de Saint-Malo. Donc, on aura une station de distribution mobile hydrogène, un appel d'offres à venir. L'idée, c'est que l'on puisse, avec cette station mobile, amorcer les usages portuaires. Et donc, c'est une station qui devrait tourner à partir de 2024-2025. Ça démarrera par le port de Saint-Malo, mais bien entendu, ça ne s'arrêtera pas là. L'idée, c'est vraiment d'amorcer les usages en Bretagne pour démarrer et pour une durée à chaque fois de 6 mois, par exemple, dans un environnement portuaire. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions, mais n'hésitez pas, on va faire un petit point après cette première présentation. Et une autre annonce importante, donc, nous avons un appel d'offres qui est lancé. Alors là, je vais me contenter je ne pourrais pas répondre, bien entendu, aux questions concernant cet appel d'offres parce que, étant donné que maintenant il est diffusé sur Megalis, toutes les questions doivent passer par la plateforme. Mais voilà, c'était important pour nous de pouvoir vous mettre le focus donc, sur ce lancement. Donc, c'est l'étude de programmation pour l'installation d'une distribution d'hydrogène vert sur le port de commerce de Vannes. Donc, vous voyez que la date de limite de remise des offres, c'est le 15 mars. Vous voyez également là, les phases de la tranche ferme qui sont détaillées entre les temps de collecte de données, recueil d'analyse, etc., étude de faisabilité et programme. Donc, et les compétences attendues également qui sont détaillées de toute façon dans l'appel d'offres. Vous voyez en bas à gauche le lien vers
cet appel d'offres en ligne avec les références à rappeler. Donc, vous pourrez bien entendu retrouver ces informations sur le site Bretagne Hydrogène Renouvelable dans la rubrique financement. C'est une rubrique qui est retrouvée en haut à droite du site. Ces slides vont être aussi dans les prochains jours mis en ligne sur le site. Donc, vous pourrez aussi retrouver ce lien de connexion sur cette slide. Et donc, quand vous vous rendrez sur le mécanisme, vous prenez la référence du projet et vous retrouvez ainsi les éléments. Donc, je vous ai mis un visuel à droite donc, pour vous indiquer que c'est bien le dispositif qui est lié à la navette de Gildar et à la barre de transport de marchandises qui est concernée. Pardon. Sur ce premier, alors avant de passer à céder la parole à Olivier, je ne sais pas s'il y a des petites questions sur cette partie. Et je sais qu'il y a notamment sur la... Ah, je vois Bertrand, voilà, peut-être une question. On peut. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, on Bertrand m'entend. J'ai juste une question de la station mobile. Quel est le timing et puis quelle est votre intention? Parce que si elle est 6 mois à un endroit, 6 mois à un autre, c'est-à-dire que si un usage est testé avec par exemple un navire à hydrogène, 6 mois, ça suffit pas. Enfin, c'est pas facile de tester comme ça sur des durées courtes. Quelle est la philosophie? Alors, je vois que Maximilien a activé sa caméra. Je suppose il va souhaiter vous répondre. Maximilien, le même région Bretagne. Oui, bonjour à tous et toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Bertrand. Oui, alors attention, il y a bien 2 projets concomitants. Un projet de station itinérante qu'on appelle StatMobi pour mobilité, qui va consister à alimenter une logistique dans l'interland portuaire, en fait, plutôt sur la partie terrestre. C'est ce projet-là, voilà, qui est à l'écran. C'est celui-là qui va tourner, alors 6 mois, 1 an, en fonction de l'animation qu'on va souhaiter faire, en fait, en cours de travail. Ça, l'appel d'offres est pas sorti encore, hein. L'idée, c'est plutôt fin février, pour une sélection, avril-mai. C'est ça l'objectif, donc commencer plus tôt, cet été et en fin d'année pour, 6 mois à 1 an. Et l'idée, c'est de parcourir après, chaque port pour, se faire la main, quand on est un industriel sur le port. Ou un acteur public d'ailleurs sur le port aussi, sur l'usage et la réalité du refueling H2. Et puis il y a un autre appel à projet là, qui est sorti, qui est en ligne sur Megalis, et celui-là, effectivement, il est dédié à l'alimentation des navires de vannes. Voilà, sur lequel je ne peux pas intervenir, mais celle-là, elle est bien pérenne en fait. Après, je vais vous laisser continuer les échanges. N'hésitez pas sur le chat. Et pour répondre aux questions des uns et des autres, voilà, n'hésitez pas à utiliser ce canal. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Olivier Job. Alors, toutes mes excuses, il y a un petit délai de passage des slides, mais on va y arriver. Voilà, donc la slide d'Olivier apparaît. Donc, Olivier, tu es responsable développement Nord-Ouest pour donc la société Life. Et l'idée, c'est que tu nous présentes ce matin les projets en cours pour la société. Je te cède la parole. Oui, merci Elodie, merci de me donner l'occasion de présenter nos développements en cours et de faire un focus sur certains d'entre eux. Je voulais démarrer en recontextualisant un petit peu les projets dont je vais vous parler avec leurs spécificités, mais recontextualiser avec la phase de projet en cours d'opération ou en cours de développement chez nous. Life, nous sommes producteurs d'hydrogène renouvelable. Notre siège est à Nantes. Nous avons démarré avec un premier site de production d'hydrogène onshore en Vendée, à Boin, qui produit depuis maintenant plus de 2 ans 300 kg d'hydrogène par jour avec des capacités d'export par trailer. Ce site va monter d'ici la fin de l'année à 1 tonne jour. Et puis, nous avons ouvert en fin d'année dernière les 2 plus gros sites de production d'hydrogène renouvelable en France, en Occitanie et aussi et surtout à Buléon dans le Morbihan, sur lequel je ferai un petit focus juste après. Donc des sites qui, chacun d'eux, font 2 tonnes d'hydrogène par jour.
On a en parallèle eu une première expérimentation de production d'hydrogène en mer au large du Croisic sur le champ d'expérimentation du SEMREV, où nous avons équipé une barge d'un électrolyseur en mesure de produire 400 kg d'hydrogène par jour. Ah, tu es allé un tout petit peu vite. Je Oui, voulais c'est ça. simplement ensuite vous dire que cette feuille de route aujourd'hui, elle se déployait et elle s'intensifiait également plus largement en Europe, comme vous pouvez le voir, avec des développements très proches en Allemagne notamment, sur des électrolyseurs d'une plus grande capacité, puisque comme vous le voyez, on va passer à 10 mégawatts. Et l'objectif, eh bien, c'est au fur et à mesure de passer ces paliers et d'opérer des sites de plus en plus grande capacité, avec l'ambition d'aller vers la fin de la décennie, à horizon 2028, sur des sites comme ceux de Saint-Nazaire, où on a été retenu dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt pour déployer sur le Grand Port des capacités d'électrolyse de l'ordre de 200 mégawatts. Voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, et je vais faire un focus sur à la fois le projet onshore de Buléon, un focus sur le projet offshore de Hope, et puis je vais démarrer par quelques éléments d'actualité sur Buléon. Donc je te laisse passer, Élodie, sur Buléon, dont vous allez voir s'afficher la photo du site alors qu'il était encore en construction. Donc c'est un... Voilà. Donc si vous avez... en tête peut-être ou l'occasion de voir la photo du site de Boin, où vous voyez qu'on n'est plus exactement dans le même concept, puisque à Boin, il y a un bâtiment, et là, il est assez évident que la plupart des équipements sont conteneurisés, et l'ensemble des modules sont conteneurisés. C'est un site où là, vous voyez que vous avez d'une part la partie process en bas de photo, et puis je parle assez régulièrement de nos capacités d'export de l'hydrogène, mais vous avez des loges dans lesquelles se trouvent les conteneurs de chantier là sur la photo, mais dans lesquelles se trouvent aujourd'hui des conteneurs en remplissage, et qui sont en fait nos capacités de stockage sur les sites, et nos seules capacités de stockage qui sont en fait des capacités d'export d'hydrogène renouvelable vers les lieux de consommation. Donc ce site a été inauguré au mois de décembre. Il est en train de tourner. Je vous disais que c'est un site qui a vocation à produire 2 tonnes d'hydrogène par jour. Il ne produit pas 2 tonnes d'hydrogène par jour. Aujourd'hui, il n'y a pas nécessité à le faire tourner tous les jours et 24 heures sur 24 sur sa capacité nominale. Il va démarrer notamment avec, et concrètement les choses sérieuses, je dirais, avec le démarrage du projet de Lorient Agglomération, avec l'arrivée des prochains bus et l'alimentation de la flotte de bus directement sur le dépôt de bus, et donc une logistique qui va s'organiser autour de ce site qui, je vous le disais, aura un ramp-up, une capacité nominale de 2 tonnes jour, et vocation à alimenter Lorient Agglomération, mais pas uniquement, puisque Lorient Agglomération en fait représente environ 25% de la capacité de production de ce site. Et donc aujourd'hui, c'est un outil industriel à la disposition à la fois de la décarbonation des mobilités et de l'industrie. C'est un site qui va travailler pour la Bretagne, et disons-le, qui va aussi exporter de l'hydrogène au-delà de la Bretagne, parce que l'hydrogène renouvelable n'est pas disponible aujourd'hui partout en France, et tout le monde ne produit pas d'hydrogène sur son lieu de consommation. Et donc, voilà, de belles perspectives de développement pour ce site à Buléon. Je vais faire un focus ensuite sur le projet Hope, dont l'acronyme signifie Hydrogen Offshore Production for Europe, et qui, à titre personnel, je dirais, je vais le regretter, mais qui n'aura pas lieu, ce démonstrateur technico-économique n'aura pas lieu en Bretagne, il aura lieu en Belgique. Mais je le souhaite, c'est pour mieux revenir en Bretagne. Et puis si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que la production offshore est une thématique qui intéresse tout l'écosystème breton. Ce projet, c'est la suite
de ce que nous avons réalisé au large du Croisic, hein, le projet autour du SEMREV, dont la barge est revenue au mois de décembre et dont nous avons fait une première revue des informations et de toutes les datas qu'on a pu relever en mer. Et ça, c'est la nouvelle étape. Alors, c'est un projet qui a démarré en 2023, qui va durer 5 ans, mais dont la durée de vie va au-delà et dont l'exploitation ira très probablement au-delà de cette période 2023-2028. C'est la première fois qu'on va associer l'ensemble des briques permettant la production en mer à partir d'énergies renouvelables par électrolyse et le rapatriement par pipeline de l'hydrogène afin de le valoriser, parce que cet hydrogène produit au SEMREV n'était pas valorisé. Là, il va l'être. Et donc, on va déployer l'ensemble des briques qui préfigurent ce que pourrait être une production massive d'hydrogène en mer. Ça sera déjà une première de mettre 10 MW d'électrolyse en mer. Et notre partenaire sur ce projet, c'est un donné public, hein, c'est Plug qui est le partenaire du projet, qui va déployer et finaliser la conception fine de ces électrolyseurs pour une utilisation en mer de ce type-là. On va utiliser une barge auto-élévatrice, donc une jack-up, qui précédemment faisait son métier dans l'oil and gas. Et donc, on va démontrer, en tout cas, c'est l'intention de démontrer notre capacité à réutiliser des outils et des infrastructures issus de l'industrie de l'oil and gas et qui parfois sont laissés ou délaissés et plus utilisés. On va avoir un système de désalinisation développé par Alfa Laval, désalinisation de l'eau de mer. Et puis enfin, un système de pipe et de pipe flexible développé par Ström, qui va nous permettre de rapatrier sur 1 kilomètre pour ce démonstrateur l'hydrogène qui sortira compressé, ou en tout cas à quelques dizaines de bars de l'électrolyseur, cet hydrogène sera ensuite compressé à de plus hauts niveaux de compression à terre pour être à la fois stocké et valorisé dans des solutions de transport et d'acheminement, un peu comme on le fait déjà aujourd'hui depuis la Vendée et comme on commence à le faire depuis Buléon, via trailer pour alimenter des besoins en mobilité et en industrie. En Belgique, le projet est à Ostende, et puis dans le nord de la France et peut-être un petit peu plus loin si l'opportunité se fait jour. Voilà, donc un projet qui a pour similitude avec celui que je vais vous présenter juste après, d'être financé par l'Union européenne. C'est un financement du Clean Hydrogen Partnership avec une subvention de 20 millions d'euros qui a été allouée à l'ensemble du consortium pour développer ce projet avant-gardiste, en tout cas à nos yeux et à celui de l'Union européenne, et qui doit permettre de lever les derniers verrous avant de passer à une phase d'industrialisation de la production d'hydrogène offshore. Je vais du coup vous parler d'un second projet qui doit aussi démontrer que on a tout intérêt à collectivement aussi se mobiliser pour aller chercher des subventions à l'Europe. Il y a des choses qui se développent, il y a une intention, et Elodie le rappelait tout à l'heure, des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, de s'associer, de faire jeu égal avec les grandes régions européennes de l'hydrogène et de constituer des dynamiques. Parce qu'il y a des choses à faire et l'Europe appuie l'ensemble de ces dynamiques et de ces projets. Et je voulais vous partager un projet que nous avons coordonné avec 18 partenaires. Alors, à cheval sur le centre Val de Loire, les Pays de la Loire et la Bretagne, et donc sur un corridor axé plus spécifiquement autour de la vallée de la Loire, disons. Un projet qui a été retenu dans le cadre des projets Vallée Hydrogène sous un format small scale, puisque vous le savez peut-être, il y a des large scale et des small scale. Donc là, nous avons été retenus dans le cadre des small scale. Nous avons signé un grant agreement au mois de décembre pour un projet qui va s'étendre sur un petit peu plus de 3 ans, avec l'objectif de développer
plus de 10 mégawatts de capacité d'électrolyse supplémentaire sur ce périmètre. Développer 2 stations hydrogène ouvertes au public, 2 stations de distribution hydrogène ouvertes au public avec nos partenaires Terega Solutions et le CIDELA en Loire-Atlantique. Développer une station captive sur le port de Saint-Nazaire avec l'objectif de développer, de tester des usages de logistique hydrogène sur Montoire. Et puis, un développement important de véhicules et de poids lourds avec l'ambition de développer et de déployer probablement une des toutes premières flottes en termes numéraires de poids lourds hydrogène, puisque au global, ce sont 17 poids lourds qui sont fléchés sur cet écosystème, sur l'ensemble de cet écosystème dans les 3 années qui viennent, avec poids lourds et véhicules légers d'ailleurs, utilitaires, avec nos partenaires Hype, Fréquin, Helico et Jackie Perreno sur ce projet. Ce sont des projets qui prévoient le développement de ces infrastructures, vous l'avez entendu, production, distribution, les usages, et puis à la manière dont l'Europe l'attend également, ce qui s'appelle des Communication and Dissemination Actions, où nous avons l'UBS, partenaire pour le volet formation, l'Université d'Orléans également, qui vont accompagner tous les volets et toutes les thématiques transverses sur la formation, la dissémination des activités, et la communication, le savoir-faire autour du savoir-faire et des retours d'expérience associés au développement de ce projet. Voilà, je pense qu'il est temps de laisser la parole à Gaëtan. Merci à tous. Merci beaucoup, Olivier, c'était très clair. On aura un petit peu de temps en fin de webinaire, donc j'ai des questions complémentaires. Donc, et puis, le chat reste à vous, de toute façon. Alors, Gaëtan, merci de prendre le relais d'Olivier. Donc, Gaëtan, tu es responsable commercial pour H2Crème. Et donc, l'idée, c'est que tu nous présentes les projets en cours pour la société. C'est de la parole. Merci beaucoup, Élodie, pour cette présentation. Et puis, voilà, ce bel événement qui réunit plus de 86 personnes aujourd'hui, d'où l'intérêt de ces H2 Breakfast. Merci encore. Alors, H2Grem, H2 hydrogène, Grem énergie en breton. Voilà, alors c'est assez rigolo quand je regardais la présentation d'Olivier parce qu'on est sur des gros écosystèmes avec Olivier. Et là, nous, c'est, je dirais, tout l'inverse, où on va justement pouvoir initier la production d'hydrogène pour l'autonomie énergétique de la mobilité, le bâtiment et la flexibilité des réseaux. H2Grem, rapidement, 3 personnes à la tête. Alain Rocheux, dans le monde de l'automobile pendant des années. Olivier Lestrat, dans la tech avec Genius, les capteurs GSM. Et puis Alain Glon, un des acteurs majeurs de l'agriculture et du développement de l'agroalimentaire en Bretagne avec la société Alto et les chips Bretz que tout le monde a eu au moins un jour l'occasion de goûter. Aujourd'hui, l'entreprise va fêter ses 5 ans. C'est 20 personnes aujourd'hui, 5 ans, 4 ans de R&D et depuis un an que nous commercialisons notre solution, qui c'est aujourd'hui une levée de 7 millions d'euros qui va nous permettre de développer l'industrialisation de notre solution. Nous avons fait l'acquisition d'un terrain sur Quimper, donc dire qu'on a vraiment le souhait de développer localement le développement de nos solutions. Et puis, bien sûr, de développer la commercialisation en France, mais également à l'export. Le concept, tu avais anticipé, Élodie. Oui, voilà, toutes mes excuses, hein, parce que non, mais je t'en prie, mais tout va bien. Pas de souci. Je fais de mon mieux. Le concept, hein, c'est de se dire aujourd'hui, voilà, on est complètement dépendant du réseau, les énergies renouvelables se développent et je dirais la loi climat résilience au niveau du tertiaire et des petites PME, enfin des PME, nous oblige à solariser nos bâtiments.
on va obtenir une autonomie de 30% rien qu'avec du photovoltaïque environ. Et puis, on va pouvoir y associer une première boucle de batterie qui va nous permettre de monter à une autonomie de 30 à 60%. Et en venant y associer une boucle hydrogène pour un stockage plus saisonnier, on va arriver à une autonomie entre 60 et 100%. Tout ça est possible, je vous laisse avancer. Donc tout ça est possible, voilà, et contrôlé par un monitoring qui va nous permettre aussi de pouvoir justement, compte tenu que l'on produit de l'hydrogène, on va pouvoir certes l'utiliser pour satisfaire les besoins électriques et thermiques d'un bâtiment, mais également les utiliser pour venir ravitailler tout type de véhicule. Je vous laisse passer à la diapo suivante. Alors, cette technologie, en fait, elle est certes minimaliste, mais dans le sens où, vous le verrez sur des diapos suivantes, vous avez l'ensemble qui est contenu dans une armoire. Mais retenez 3 choses. Le fait que c'est une production d'hydrogène qui est extrêmement pure, puisqu'on a un hydrogène de classe 5 minimum, de par le process de fabrication. C'est silencieux puisqu'on utilise c'est vraiment une rupture technologique puisqu'on a un compresseur électrochimique, donc des membranes, de l'eau, de l'électricité qui nous permet de passer de 30 bars à 450 bars, qui fait que ce module pourra se retrouver demain dans votre habitat. Et puis un système qui est complètement évolutif, c'est-à-dire on démarre aujourd'hui avec des modules de 1 à 2 kg d'hydrogène jour et des multiples de 10 et potentiellement de 200 dans la feuille de route. Voilà. De fait, ça nous donne un champ d'application qui est relativement important, c'est-à-dire que on va pouvoir donc se positionner dans le bâtiment pour de l'autonomie énergétique de l'habitat, de la collectivité, du bâtiment, mais également sur des enjeux de mobilité, du vélo au poids lourd ou de l'off-road. Ces solutions aujourd'hui, donc nous on les propose de plusieurs manières, donc sur la forme box, donc de l'armoire, mais également quelque chose que l'on containerise, et puis une gamme autour de la remorque, même si vous avez pu voir peut-être en tête notre démonstrateur sur différentes opérations de communication que l'on a pu réaliser, et puis la gamme service avec des notions de location également de remorques. Je souhaitais terminer pour vous présenter donc deux projets. Le premier avec un des interlocuteurs locaux, Trecobat, qui est juste le 4e constructeur de maisons individuelles en France, qui a une offre Trecobat Green, donc la maison bas carbone, et l'intégration, donc avec l'intégration de notre solution, telle que je vous l'ai présentée dans le concept. Donc, vous avez en haut à droite l'armoire qui intègre donc la production, la compression et la pile à combustible. Et puis en extérieur, voilà, un cadre de 12 bouteilles d'hydrogène, voilà, qui va permettre donc de stocker l'été pour approvisionner les besoins de la maison, et on arrive dans ce projet à une autonomie énergétique quasiment de 80%. Je réponds à la question en même temps que je vois, donc on va être sur une pression de stockage de 300 bars sur de l'habitat. Voilà. Sachant que s'il y a des notions de mobilité, on adaptera le type de stockage et on pourra monter à une pression de 450 bars. Je vois la question suivante également. Donc, il n'y a pas de restriction particulière sur l'installation sur ce type d'installation, pardon, dans une maison.
simple et bonne raison que au sein de l'armoire, la zone ATEX étant complètement gérée de par de la ventilation active. Et puis, après, le stockage, vous connaissez les normes comme moi, donc moins de 100 kilos stockés, il n'y a pas de déclaration, quoi. Voilà. Les installateurs, on les cherche, hein, donc c'est un réseau à construire, Agnès, hein. Donc si vous avez des idées, nous sommes preneurs. L'autre projet est une collaboration justement pour démontrer notre capacité à être opérationnel sur d'autres segments. Donc en l'occurrence, donc avec une collaboration avec Alto et Fenwick, donc plus particulièrement Bretagne Manutention, donc le leader de la manutention en Bretagne avec quasiment 40% de part de marché. À travers cette collaboration, ce qu'on a voulu montrer, c'est tout d'abord, voilà, on a une entreprise agroalimentaire avec 3 unités bien distinctes, de la réception de marchandises, de la production et de l'expédition. Ce qui fait que vous avez tous ces bâtiments sur une relativement grande surface et au final quelques hectares. Et donc là, ce que l'on démontre à travers ce système, c'est de pouvoir produire, compresser et surtout distribuer de l'hydrogène au plus proche de l'usage, ce qui fait que la station de distribution va être au pied de la station de production et de compression, ce qui fait que pour tout à chacun, vous avez un génie civil qui est extrêmement limité, après des temps de charge qui sont connus, hein, globalement inférieur à 3 minutes versus 1 heure ou à 6 heures en fonction de la technologie utilisée, si c'est de la batterie lithium ou de la batterie plomb. Et point également intéressant et non négligeable, ce qui fait qu'on va avoir on a aujourd'hui des salles de charge qui sont relativement conséquentes avec tout un dispositif de sécurité associé. Là, en l'occurrence, on était sur une salle de charge de 200 mètres carrés, qui fait que demain, cette salle de charge devient une salle plutôt de distribution, et pour lequel nous aurons besoin d'un périmètre de sécurité de 25 mètres carrés. Voilà, donc des gains forcément de temps de charge, des temps de productivité, mais également des gains en termes d'espace pour accueillir ce type de production d'énergie. Voilà. Voilà. D'autres projets, bien entendu, en cours, avec également des acteurs bretons. On ne manquera pas de vous les partager, en temps voulu. Et puis, un certain nombre de ventes en cours. Un de nos partenaires, Pragma, est relativement actif sur le sujet et fait qu'aujourd'hui, avec eux, on développe un certain nombre de ventes, de projets, et nos stations info d'hier, en primeur, nos stations de production seront présentes sur les JO pour ravitailler des vélos Pragma, certes, mais également les chariots élévateurs de Toyota. Voilà. D'accord. C'est une très belle vitrine. Merci pour cette présentation, Gaëtan. Je me permets d'avancer juste pour, parce qu'il faudrait poser plein de questions, mais pour donner la parole à Eric, et puis ça va nous garder un petit peu de temps à la fin du breakfast pour échanger tous ensemble. Donc, sans plus attendre, Eric Leméro, Direction des Transports et des Mobilités Région Bretagne. Eric va nous présenter les projets en cours au niveau de la mobilité maritime décarbonée en Bretagne, dans la région. Oui, bonjour, merci Élodie. Donc moi, après la production, on va passer peut-être à un petit volet plutôt à une consommation en l'occurrence maritime. Je ne sais pas comment ça se passe pour le dérouler.
Alors, peut passer. je vais Bah oui. faire avancer les slides. D'accord, avec, merci. voilà. Donc, juste la région Bretagne, donc elle est tributaire de la desserte des îles bretonnes. Hein, donc, nous desservons actuellement 10 îles en passagers et en marchandises. Donc, 10 îles qui sont habitées par à peu près 10 000 habitants. Nous transportons chaque année à peu près 3 millions de passagers et 170 000 véhicules. Je ne parle pas non plus que des marchandises. On peut passer oui, voilà, merci. Et nous assurons environ 40 000 passages, c'est-à-dire 20 000 rotations entre les îles chaque année. Donc, ce transport maritime que nous assurons, évidemment, a un impact sur les gaz à effet de serre, puisque nous rejetons à peu près, donc les bilans des émissions de gaz à effet de serre, c'est 18 000 tonnes pour le seul transport maritime de la région Bretagne. Donc, forcément aussi une volonté des élus de la région de vouloir décarboner ces services et d'où l'idée aussi de recourir à l'hydrogène comme étant une possible alternative comment dirais-je, à l'emploi du gazole tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc, je passe peut-être sur les principes fondamentaux que la plupart connaissent et donc je vais peut-être venir à ce projet donc, qui nous tient à cœur depuis quelques années maintenant, qui est celle d'un navire à passagers H2 pour le golfe du Morbihan. Donc, c'est le fruit de plusieurs mois, pour ne pas dire années de travail. Donc, ce n'est pas juste ce que je vous présente là, ce n'est pas juste un concept, mais c'est bien un bateau qui a été étudié pour assurer la desserte entre Vannes et l'île d'Arc dans le golfe du Morbihan. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que on a préféré commencer par une mer fermée, donc avec des conditions maritimes qui sont relativement clémentes, même si à l'endroit où vous voyez là, c'est-à-dire en face de Séné à Port-Anna, il y a quand même pas mal de courants, un assez fort courant. Néanmoins, les conditions de mer sont quand même beaucoup moins fortes que lorsque vous êtes ne serait-ce qu'à Bréa en pleine mer, ou évidemment sur les grandes îles bretonnes qu'elles sont Sansin, Molène ou Belle-Île ou Groix. On est aussi sur une typologie de navires qui est un peu plus petite que les navires rouliers ou les navires mixtes des îles du Large. Comme vous pouvez le voir, on est sur une vedette donc inférieure à 24 mètres. On est en réglementation 223B, construction aluminium. On est en 4e catégorie. On l'a essayé évidemment d'envisager sa capacité. Toujours pareil, on l'a étudié cette capacité par rapport à un usage à l'année de la desserte maritime, sur un besoin à l'année. Ça ne veut pas dire qu'il suffira, parce qu'en été, il faut quand même que nous renforcions nos services en raison de l'affluence. Mais néanmoins, c'est un navire qui doit pouvoir fonctionner et répondre à un usage sur l'année de la desserte de l'île d'Arc. Donc, ce qui intéresse peut-être un peu plus le sujet du jour, c'est d'aller un petit peu plus bas sur la pile à combustible. Et ça sera une propulsion évidemment par moteur électrique avec une pile à combustible de 2 fois 70 kW, capacité H2 du navire environ 112 kg. Ça, c'est sa capacité, ça ne veut pas dire que c'est sa consommation. Et nous associerions aussi un pack de batterie de secours d'environ 200 kWh. L'objectif, c'est de pouvoir assurer à minima la fin d'une rotation si à un moment donné, je venais à avoir une panne ou une avarie sur le système H2. Toujours cet objectif. Je ne vous cache pas aussi que dans la réflexion que j'ai pu avoir avec l'équipe projet, pourquoi le golfe du Morbihan? On s'est dit aussi que si on avait un problème à un moment donné sur la propulsion du navire, un coup de barre à bâbord ou un coup de barre à tribord, j'arrive directement sur mon tas de vase et j'attends éventuellement qu'un autre navire vienne nous aider et ramener le navire au port. Donc ça veut dire aussi qu'on est dans des conditions, je dirais, maritimes qui sont relativement sécures et qui ne mettent pas en danger non plus notre bateau, sachant que on est quand même sur un premier de série. Ce terme est important pour nous aussi, le terme de premier de série, parce que ce navire, pour nous, doit en appeler d'autres. C'est-à-dire que c'est vraiment, non pas un démonstrateur, mais c'est l'objectif, c'est de montrer qu'une desserte en passagers décarbonée par l'hydrogène est possible. Donc, on vous présente ici juste une coupe du navire. La caractéristique, je dirais, principale, la rupture principale, évidemment, c'est sous le pont
principal du navire où se trouvent les réservoirs H2 ainsi que les piles à combustible. C'est là aussi comment dirais-je, l'évolution majeure, c'est un stockage H2 en dessous le pont principal sur lequel nous continuons à travailler parce que, évidemment, il y a beaucoup de questions autour de ce stockage d'un gaz à haute pression en dessous le pont principal, encore en plus sur un navire à passagers. Donc, il y a encore un petit peu de travail à effectuer à la fois avec la société de classification et les autorités maritimes pour valider ce concept. On peut continuer. Alors juste, oui, si on peut revenir en arrière, mais pour vous dire à quel point nous avons étudié quand même ce projet, c'est que vous pouvez voir que nous avons une ligne de quille légèrement inclinée, parce qu'en Bretagne, nous avons des petits soucis de marée. Et donc, l'idée, c'est aussi que le bateau puisse accoster à l'année à la fois sur les pontons du port de Vannes, mais aussi sur la cale de l'île d'Ar. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir s'avancer au maximum vers la cale pour, quelles que soient les conditions de marée. Et pour ce faire, eh bien, nous avons été obligés d'incliner légèrement la ligne de quille pour qu'elle puisse un petit peu épouser, si vous me permettez l'expression, le fond au niveau de la cale. Donc vraiment, ce n'est pas un projet juste conceptuel, c'était vraiment un bateau qui est adapté à notre desserte maritime. Voilà, on peut passer peut-être à la diapositive suivante. Donc voilà, c'est juste pour faire remarquer l'embarquement principal qui se fera sur le côté avec une mâture H2 qui est présente et qui doit être aussi sans doute encore retravaillée, évidemment, en fonction des préconisations que nous ferons la société de classification et d'affaires maritimes sur les échappées d'hydrogène en cas de fuite, etc. Enfin bref, c'est quand même de la sécurité qu'il faut encore sans doute travailler et re-questionner. Si on regarde sur les caractéristiques, bon là, je vous ai fourni quelques coupomètres parce que ça peut être pas coupomètres, pardon, quelques coupes du navire sur ces aménagements possibles. Pourquoi aménagement possible? Parce qu'on voit nous aussi des besoins qui évoluent, notamment, voilà, ça peut être des embarquements de vélos, ça peut être des embarquements de petites marchandises pour les usagers. Voilà, c'est plus dans le concept, mais pour le reste, on a bien prévu un salon passager au pont principal, un sundeck qui permette aussi aux visiteurs, surtout en été, de pouvoir, en même temps, en se rendant sur l'île d'Ar, de pouvoir bénéficier du paysage du golfe du Morbihan. Donc voilà, c'est à la fois une vedette qui assure un service public toute l'année comme un autobus, mais aussi et qui puisse permettre aussi des visites aussi qui soient agréables aussi aux visiteurs sur la Bretagne et sur le golfe du Morbihan en particulier. Si on regarde peut-être là un peu plus la conception du navire hein, qui est peut-être un peu plus intéressant. Donc vous voyez bien ce stockage de H2 qui est bien au centre du navire et qui est isolé, avec petite difficulté que vous remarquerez, alors ça c'est pour les marins, hein, évidemment, c'est la question que vous avez au centre du navire, donc du stockage H2 qui se fait sur plusieurs tranches, qui normalement doivent être complètement étanches et séparées. Donc ça, c'est une particularité aussi que nous avons sur ce navire. C'est pas forcément, c'est une dérogation hein, qui est nécessaire pour pouvoir loger les skis de H2. Donc voilà, il y a quand même un gros travail qui a été fait sur l'architecture du navire pour pouvoir ensuite, évidemment, intégrer les solutions H2 à la coque du navire. Donc sur la puissance, bon, évidemment, si on rentre un peu dans les chiffres, la puissance d'un tel navire propulsif, hein, évidemment, c'est à peu près 300 kW. Nous avons une consommation électrique qui a été estimée, hein, qu'il faudra sans doute affiner, mais qui a été quand même à calculer assez finement, entre 430 et 1060 kW par heure, en fonction évidemment de la vitesse, en fonction évidemment, je vais sans doute plus consommer quand je serai contre-courant ou contre-vent pendant mes manœuvres. C'est pour ça que vous avez ces pics. La consommation H2 telle qu'elle a été évaluée, c'est entre 40 et 60 kg par jour, et avec un avitaillement qu'on espère entre les 2 à 4 jours.
c'est un changement radical quand même dans le fonctionnement de nos lignes maritimes. Aujourd'hui, quand je fais un plein de gasoil, enfin la périodicité du plein de gasoil est entre, on va dire, 15 jours et 3 semaines. Je dirais 15 jours en été, 3 semaines en hiver. Là, il va falloir aussi repenser nos modes de fonctionnement, nos modes d'exploitation, avec un avitaillement qui durera un certain temps, parce que pour l'instant, je n'ai pas forcément l'estimation exacte du temps d'avitaillement, qui se fera entre 3 et 4 jours avec des personnels qu'il faudra aussi former à cet avitaillement. C'est-à-dire que l'avitaillement en gasoil, les marins savent faire, l'avitaillement en H2, ce n'est pas forcément naturel, surtout avec des gaz compressés à 350 bars. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il nous faut appréhender. Il y a certes le lancement du navire qu'on espère, Élodie l'a rappelé, d'ici 2026, le lancement de la construction. Nonobstant, évidemment, tout le travail de préparation et d'homologation qu'il nous faut faire avec le bureau, enfin le bureau de classification et comment dirais-je, les services de la DG Rampa du STEN 2 pour la validation du concept. Néanmoins, il y a aussi ce volet-là qu'il nous faut préparer, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisateur, comment l'utilisateur exploite un navire H2 tous les jours. Donc, c'est ces questions-là aussi sur lesquelles nous travaillons actuellement. J'ai communiqué ensuite quelques slides voilà, sur les scénarios opérationnels aussi de la puissance PAC en fonction de la vitesse navire. Donc, quand vous voyez que ça descend tout en bas là, sur la vitesse navire, c'est normal, c'est les périodes d'escale. Et ensuite, eh bien, nous partons en fonction, dans le golfe du Morbihan, en fonction des chenaux, etc., dans des profils, je veux dire, d'exploitation qui sont calculés aussi, évidemment, en fonction des escales, mais aussi des passages maritimes que nous avons à passer, puisque nous avons aussi des vitesses régulées selon les chenaux que nous traversons. Donc voilà, et ensuite, voilà, vous avez un peu nous avons fait quelques calculs aussi de résultats d'exploitation et de coûts d'exploitation du navire sur son exploitation annuelle. Et également, évidemment, sur son coût d'achat, parce qu'évidemment, on va dire un navire H2 de ce type-là, aujourd'hui, vous allez le payer environ, H2, non, pardon, gasoil classique, vous allez le payer environ 2,5 millions à 3 millions d'euros. Une vedette Ilias, qui est telle qu'elle est marquée là, c'est-à-dire qui sera à peu près similaire à notre vedette H2 dans le golfe du Morbihan, sera environ d'un coût 2 fois plus élevé à l'achat, à minima. Donc, c'est une chose qu'il faut intégrer. C'est normal, c'est un premier de série, je le rappelle. Si, évidemment, on a un effet de série, le coût d'achat du navire sera d'autant plus bas que nous aurons des navires à construire. On peut passer évidemment sur toute la phase projet que vous connaissez pour la plupart, donc d'analyse fonctionnelle, d'analyse du fonctionnement, ensuite d'analyse de risque, qui est quand même important. Nous, à ce stade, nous avons fait l'analyse préliminaire ASID. Les échanges que nous avons et que nous allons avoir avec le bureau de classification et les autorités maritimes doit permettre aussi de compléter cet ASID. Pour ce faire, on va créer, à la demande d'ailleurs de la DG Rampa, donc des affaires maritimes, un groupe d'expertise qui doit re-questionner l'ASID actuelle et la compléter pour pouvoir aussi ensuite valider notre projet de concept, notamment de stockage de gaz de H2 en dessous le pont principal. Voilà, je pense, donc voilà, l'analyse fonctionnelle, vous voyez toutes les boucles et tous les briques que nous avons, qui ont été étudiées par l'étude et par l'équipe de projet. Donc, on a essayé effectivement, donc si vous regardez tout en bas, le M4, le M3, le M2, on est resté aussi sur des problématiques très, très maritimes, la structure du navire évidemment, mais les règles métiers, par exemple sur l'avitaillement, sur l'exploitation,
Et il va y avoir aussi une grande phase, je pense, de formation à prévoir qui doit être parallèle pour former les utilisateurs à l'usage d'outils H2, et en l'occurrence maritime. Voilà, donc après, bon, bah là, c'est toujours pareil, hein, c'est un peu les boucles telles qu'on les a définies, telles qu'on les a construites autour de ce projet. Donc ça, c'est vraiment l'analyse fonctionnelle interne, ASID, recommandation, analyse fonctionnelle, etc. Eric, il Voilà. reste 5 Oui. minutes à notre réunion, du coup, je ne Bon, sais pas. vas-y, tu peux passer. Voilà, c'est pour dire, voilà, Ouais. c'était juste pour illustrer, c'est tout ce que nous avons pu faire et illustrer notre travail et pour dire que c'est pas juste un travail conceptuel, mais c'est bien un travail d'ingénierie que nous avons effectué sur ce projet sur ces 3 dernières années. Voilà, moi j'en ai à peu près fini. Bon, bah voilà, il y a la boucle latex parce qu'évidemment, il y a aussi toutes ces complexités liées à l'hydrogène et donc qui est utilisé aussi au travers de ce projet de navire H2 pour le golfe du Morbihan. Merci pour cette présentation. Voilà, je je t'en vois prie. qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que, alors, j'en vois quelques-unes, le chantier a-t-il été choisi? Ben non, du coup. Voilà, ça va être. Ça va faire Alors, le je vois juste, avez-vous fait participer le personnel navigant? Oui. Oui, évidemment. Moi, il n'est pas question. C'est pas la première fois que je construis un navire pour une collectivité. Je viens du monde comment dirais-je, de la construction navale. L'utilisateur a sa place centrale, c'est évident. Le chantier n'a pas été choisi parce que tout simplement, pour l'instant, on n'a pas encore une validation de la part de la société de classification ou du bureau STEN 2, donc de la DG AMPA, la Direction générale des affaires maritimes, hein. Mais néanmoins, oui, l'utilisateur est au cœur du projet, forcément, parce que lui seul, quand je viens vous montrer là sur le petit sujet sur la ligne de quille, c'est une réflexion qui forcément vient du marin. Et lui, il connaît ses ports, il connaît son exploitation, et donc voilà, c'est des contraintes qu'il vient apporter, qui parfois gênent la hauteur de pont, la hauteur du pont principal par rapport à la 0H, c'est-à-dire la ligne de quille. C'est pas c'est pas le bureau d'architecture navale qui va le décider de cette manière-là. Lui, il aurait, ou ceux qui travaillent autour de la cellule H2, eux, ils auraient voulu un pont beaucoup plus haut. Sauf qu'à un moment donné, nous, on a des contraintes de ponton, des contraintes de configuration de cales. On ne va pas changer les cales sur une île, hein. Donc forcément, il faut s'adapter aux besoins. Et ça, c'est le retour des personnels navigants. Bonjour, combien? Voilà, sur le coût du navire, Ouais, aujourd'hui, une c'est dernière. 6,5 millions, on l'a dit, hein, donc voilà. Super. Et il y a énormément de questions. Ce qu'on peut indiquer, Eric, c'est que de toute façon, cette présentation, bien entendu, sera mise en ligne. Mm. Que pour ta part aussi, on va partager tes coordonnées pour que je puisse répondre plus avant aussi aux personnes. Et puis voilà, et puis surtout, on espère qu'on va voir bientôt, prochainement, ce bateau, comment dire, dans le golfe du Morbihan. Alors, juste quand on parle, on voit bien que ce type de navires aussi sont assez voisins de d'autres usages. On a parlé, je ne sais plus on a parlé de l'Orient, dans la présentation qu'a fait Live tout à l'heure, on a parlé de l'Orient. On est aussi sur des navires qui sont assez proches de Transrad, par exemple. Donc, on est sur des concepts et sur des consommations qui sont avec peut-être des profils d'exploitation un petit peu différents. Néanmoins, on est quand même sur la même configuration de navire. Donc, c'est en ça que c'est intéressant de travailler de concert pour créer, entre guillemets, un tropisme, peut-être pas breton, mais au moins maritime, autour de navires à passagers qui assurent des dessertes quotidiennes sur une rade ou dans un golfe du Morbihan, donc sur des mers quand même relativement, des conditions maritimes relativement clémentes. Tout à fait. Et donc, comme le rappelle Maximilien là, dans le chat, la mise en service de ce bateau est prévue en 2026. Merci à tous. Donc, on en arrive à la fin de ce webinaire. J'en profite, moi, pour vous partager quelques dates clés qui vont être utiles à garder en tête. Donc,
vous pourrez nous retrouver mardi 20 février à Ocean B2B avec une participation à l'atelier H2 et développement portuaire, donc Ocean B2B organisé par le pôle mer Bretagne-Atlantique. Nous aurons un prochain H2 Breakfast le 22 mars. On y avancera, je pense qu'on pourra y faire aussi un point sur une veille juridique suite à l'adoption de la loi de finances avec des éclairages de la part du cabinet final sur tout ce qui est suramortissement, notamment navires et équipements maritimes. Mercredi 13 mars, on aura pour les réservés aux membres du COPART, l'atelier de co-construction de la feuille de route Bretonne numéro 2. Voilà, sinon vous pourrez nous retrouver à Mythe Fort Hydrogène. Et j'invite dès maintenant une journée recherche SF2M Ouest organisée à Lorient par l'UBS sur la thématique des matériaux face à leur environnement, qui concerne bien entendu l'H2. Donc le reste du calendrier est à retrouver en ligne jusqu'à juillet. Et puis, écoutez, je crois qu'il est juste l'heure, donc je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis, au plaisir de vous retrouver tous très prochainement en ligne lors d'une de ces réunions. À très bientôt. Et merci aux intervenants. Merci Élodie, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir.